invités qui vont venir s'installer. Vous pouvez venir, voilà. Alors vous pouvez déjà venir Philippe Lérénin, sportif. Jean Barbeau, qui se présenteront après plus en détail, et Marc du Pontavis. Voilà. Vous avez des micros devant vous, messieurs. Alors c'est avec fierté qu'on fait cette conférence parce qu'on a 3 grands noms de l'animation française. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite. Je vous laisse vous présenter. On va commencer par Jean Barbeau. Oui, prenez un peu. Là c'est bon. Donc Jean Barbeau, bonjour à tous. Donc c'est indiqué derrière, mais j'ai bossé sur toutes les séries qui commençaient par Il était une fois. C'est pas très bien. Et donc qu'est-ce que tu as fait sur ces séries? Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais character designer, comme on dit en bon français. Quoi, en fait. Si on reconnaît ces personnages instantanément, c'est grâce à vous. Oui, sans doute, mais c'est aussi parce que ça a duré quelques décennies et donc ils ont eu le temps de s'installer dans la tête du public. On aura l'occasion d'en reparler. Marc du Pontavis, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis le président et le créateur de la société studio d'animation Tilam, plus connu peut-être en raison de séries qu'on a créées qui ont du succès depuis longtemps, comme Guy et les cafards, les Rats, les Zinzins de l'espace, plus récemment Zig et Charcot, et puis plusieurs longs métrages qu'on a produits, dont le dernier, J'ai perdu mon corps, qui était une évolution intéressante du studio qui nous amène vers une animation plus adulte, auquel on va consacrer pas mal d'énergie dans les années qui viennent. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et enfin Philippe, chronologiquement tu vas être un des derniers à présenter un peu ce que vous faites dans un studio qui s'appelle Fortige. Voilà. Connu pour le succès d'Arcane ces 2 dernières années. Moi je suis plutôt du côté de la fabrication, ancien graphiste. J'ai fait du compositing et puis je suis allé à besoin de chercher de la technologie et puis maintenant la direction de la technologie Fortige. On est très fiers en tout cas au Parfait Festival de vous avoir tous les 3 sur ce même plateau. Vous représentez comme presque 3 générations de dessins animés à la française. J'ai été élevé avec les livres qui une fois. C'est la génération. Allez, retour dans le temps, les années 70-80, les débuts de l'animation télévisée française. Voilà, c'est Jean Barbeau, je vous laisse. Alors, de nous réexpliquer un peu les inspirations, les origines donc, de Il était une fois, nous raconter un peu à l'époque comment s'est passée la production, où vous avez produit, qui a fabriqué cette série animée que vous connaissez tous, et de recontextualiser un peu la création de ces séries. Moi en fait j'ai fait une école de dessin après le bac et par la suite j'ai fait un stage de fin d'études, disons, dans un studio qui se montait à Tours. Alors déjà, travailler dans l'animation, c'était quelque chose que je n'envisageais pas forcément de possible en France. Que ça se passe à Tours, dans la ville où je faisais mes études, c'était carrément incroyable. Et un de mes profs à l'école de dessin s'appelait Bernard Derriès. Il s'appelle toujours d'ailleurs Bernard Derriès. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Bernard Derriès Bernard Derriès, en fait, il a monté un studio qui s'appelle DIC, et d'où sont sortis Inspecteur Gadget, Ulysse 31, Les Cités d'Or, et j'en oublie sûrement plein. Alors, du coup, quand vous lancez la production d'Il était une fois l'homme, est-ce que tout se passe bien ou vous dites on va tout faire en France et finalement qu'est-ce qui se passe? Alors pour moi c'est un peu particulier, comme j'ai fait un test, il y avait une sorte de casting qui était lancé par Albert Barillet qui était l'auteur de toutes ces séries. Et moi je sortais de l'école, j'ai fait le concours mais plus comme un exercice de dessin quoi. Et bizarrement c'est moi que Albert Barillet a choisi parmi les dessins. Donc je me suis trouvé tout de suite embarqué sur cette série-là.
Donc je suis resté salarié de la société DIC. Et puis j'ai travaillé sur les modèles, les personnages de tous les épisodes. Donc c'était les standards télé classiques de 26 x 26 minutes. Et pour le reste, régulièrement j'étais en contact avec la société Procilis à Paris, on se rencontrait tous les 15 jours pour montrer les dessins, pour récupérer l'épisode suivant. Mais j'avais en fait assez peu je vais pouvoir vous donner assez peu de détails sur ce qui se passait après le stade, disons, du storyboard. Le storyboard se faisait à Paris, et après ça partait vers un studio au Japon, dont j'ai pas mémorisé le nom. Mais alors, pourquoi justement c'est parti au Japon? Parce qu'à l'époque en France, Albert Barrier nous a quitté en 2009, je crois, en France on ne pouvait pas produire ce type de série-là, de ce que vous en saviez. Autant que je sache, il n'y avait pas la possibilité en tout cas de produire, surtout à ce rythme, de sortir les 26 épisodes de quasiment une demi-heure d'animation. J'imagine que s'il y avait une possibilité de le faire en France au même coût ou à un coût légèrement plus élevé peut-être, mais la manière dont après j'ai eu l'occasion d'aller travailler toujours pour DIC sur Inspecteur Gadget par exemple au Japon, et j'ai vu qu'en fait dès qu'ils avaient des délais, ils étaient capables de faire appel à ça faisait comme une espèce d'arborescence, et on allait chercher les gens pour tenir les délais. Et ça, en Europe et en France, c'était quand même compliqué aussi. Pour le coup, Marc et Philippe, à ce moment-là, vous en êtes toute votre carrière. Au moment où il est toute une fois la vie explose, les inspecteurs gadgets, Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or. Moi, je suis venu aux études. Entre la première, je n'ai même pas passé le bac, et puis les autres, je suis vraiment en train de faire des études littéraires et puis économiques ensuite. Voilà, mais je n'ai pas du tout le dessin, ni même l'idée de faire du dessin animé à ce moment-là. J'ai en tête assez rapidement de faire du cinéma, voilà, qui était le chemin que j'avais vraiment envie de tracer. D'arriver dans le dessin animé et vraiment arriver presque par hasard sur une intuition, mais c'était pas prévu. Et Philippe, alors les souvenirs que vous en avez de ces séries? Alors, les copains sont sortis, je parlais pas encore. Mais après, oui, il y a eu la diffusion, et surtout Ulysse 31, j'ai une grande affection pour Ulysse 31. Les cités d'or, c'est plus mes cousins qui sont un petit peu plus vieux, mais ce côté très éducatif, aussi le petit documentaire au démarrage, ça les a beaucoup. Oui, enfin, voilà, beaucoup reparlé, et je sais que je pense à mes cousins en particulier, qui est 6 ans plus vieux que moi, qui les fait regarder à ses enfants les cités d'or maintenant avec son docu, donc ça, c'est très sage. Mais oui, Ulysse 31, c'est un super souvenir pour moi. Mais c'est assez amusant parce que c'était, je me rappelle, le sous-titre franco-japonais qui était déjà présent en fait, par les génériques ou les noms. On voyait à la fois des noms en consonance française et japonaise dans le générique, ce qui était très détonnant par rapport aux autres productions purement japonaises. Il y avait déjà quelque chose, ça se sentait dans la place, c'était pas comme les autres. Et pour le coup, effectivement, les Français ont travaillé avec Shigeru Araki, donc c'était les premiers travaux. Shigeru Araki qui après a fait les adaptations des Chevaliers et tout ça, et c'était un de ses premiers Ulysse 31, c'est vrai que ça fait. Ouais, je voulais juste rajouter ça. Marc, vous vouliez peut-être compléter Non, moi c'est marrant parce que au fond j'ai peu grandi avec les dessins animés de la DIC. D'abord parce que j'étais un tout petit peu plus âgé quand ils sont arrivés, déjà voilà. Et puis surtout, moi j'ai été beaucoup plus marqué par le slapstick à l'américaine, Tex Avery, de Chuck Jones, on en parlait, mais ma formation, ma culture d'animation venait beaucoup plus des États-Unis que du Japon ensuite. Alors Jean, quelques photos d'archives que vous avez... Ouais, je ne sais pas si j'ai bien fait de les déterrer d'un disque au mur. Voilà, on déterre ça, c'est des dossiers. Vous êtes où Moi je suis avec cette magnifique cravate rouge à l'extrême gauche.
Ce qui est un peu cohérent, une cravate rouge avec ça. Donc ici, là, le laser marche plus beaucoup, mais voilà, c'est juste ici. Bon. Et voilà, donc tout ça en fait, c'est pendant que le studio était, ça fait assez misérable en fait comme décor. Mais c'est la dernière année quasiment avant que le studio déménage vers Paris et que Bruno parte également à Paris pour s'occuper du démarrage d'Inspecteur Gadget. C'est l'époque où en fait Jean Chalopin a commencé à évoquer la possibilité de sortir des dessins animés un petit peu institutionnels qui se passaient et de monter des choses, des projets de séries ou même de grands films d'animation. Voilà. Et là c'était effectivement 83. Toute cette époque bénie, c'était avant l'arrivée du fax, qui a permis à Dick de nous dire on vous offre un fax, plus la peine d'aller bosser à Tokyo ou à Los Angeles. C'est un peu dommage, mais on est content quand même d'avoir pu en profiter. Et ça, c'est un des dessins qui ont été faits pour adaptation. Il y a eu quelques volumes en bibliothèque rose de Gadget. Voilà, quelques images d'archives. Ouais, ça c'est à Los Angeles, c'était un travail sur. Il y a des petites. Il y avait à la fois les petits malins et puis les Sylvanian Families qui étaient équivalents avec une autre marque, un univers très mignon, très bon, très gentil. Et donc c'est Christian Choquel, et je ne sais pas si ce nom dit quelque chose à quelqu'un, mais c'était lui le réalisateur. Donc moi je suis allé pour dessiner principalement des props et quelques décors sur certains épisodes. Encore quelques des modèles de personnages. Ouais, pour la dernière série de ouais, en fait la chaîne voulait un relookage, donc il fallait éviter que Gros soit trop gros, et d'ailleurs ils l'ont rebaptisé John Gros. Le Nabo c'est pareil, le méchant avec ses trois mèches là, il a fallu le relooker aussi et enlever ce nom de Nabo qui pouvait être mal pris par des personnes handicapées par exemple. Et donc il est devenu Grumeau et puis on a relooké un peu la psy qui se trouve à droite, le maestro, Pierre aussi. Bon, ça c'était pour essayer de se rapprocher du souhait de la chaîne. D'accord. Voilà encore quelques. Là, oui, il y a eu des modèles sur la dernière série qui parlaient du progrès, de ce qu'on pouvait attendre. Et puis ça, c'est ici, là, c'est quelques exemples. Il y a eu une série qui, bizarrement, moi j'étais un très très grand fan de Tex Avery depuis. De Tex Avery. Et le monde fou de Tex Avery, ça me paraissait bizarre que ça puisse se faire avec. Mais je crois que c'était la seule chose qui n'était pas protégée, c'était le nom de Tex Avery. Donc ils ont créé des nouveaux personnages qui auraient pu faire partie de l'écurie Tex Avery, et j'ai bossé sur quelques storyboards. Ça me permettait de. Moi j'aime bien le dessin qui est vivant, qui bouge, donc c'était un plaisir de bosser là-dessus. Je pense que c'est une habile transition vers les. Juste pour dire, en fait, dans le studio, on a croisé un certain Jean-Yves Ringot qui était à l'origine de certaines séries sur lesquelles tu as travaillé aussi. Bien sûr. Et c'est à vous. Là, on aborde donc une nouvelle génération de créateurs. La France à la conquête du monde. Ça y est, là, on commence à avoir un savoir-faire reconnu, en tout cas qui commence à être reconnu. Voilà un peu où on en est. On vous a fait une petite chronologie, un peu pour vous montrer un peu ce qui se passe à partir des années 90, mais Marc pourra y répondre justement. Un peu ce qui se passe justement dans la France de la fin des années 80, début 90, en termes de quotas, de formation, de crédit, d'investissement, pour faire une vraie industrie de création de dessins animés made in France, quoi. Oui, alors ça s'est pas fait en quelques années, hein. Ça a été une évolution qui a pris une grosse quinzaine d'années, on va dire entre à peu près 1995 et le début des années 2010. Il y a parce que dans les années 95,
93, 95. Le marché évolue, il y a une demande d'image qui commence à monter. Jusque-là, il y avait peu de dessins animés, il y avait peu de chaînes de télévision. Voilà, donc le marché de la télévision est en train d'évoluer pas mal à ce moment-là. Il y a une demande d'image. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas les structures en France aujourd'hui qui est capable de suivre cette demande-là. Donc il va y avoir une mobilisation d'abord des pouvoirs publics qui ont joué un rôle important en créant toute une sorte d'aide avec cette idée progressive pendant ces 15 à 20 ans de ramener de l'expertise et du savoir-faire en France. Parce que moi, quand je démarre l'animation en 93, et que je recrute Jean-Yves Bravo, justement, dont on parlait, qui est le premier artiste que j'ai recruté en 93, les zinzins de l'espace, par exemple, c'est un savoir-faire qu'on n'a pas du tout. On n'est pas capable, en 1993, de produire une série comme les zinzins de l'espace, parce qu'on n'a pas les talents qui sont formés pour ça. On a, comme le disait très bien Jean, à cette époque-là, on écrit des scénarios, on design les personnages, on fait les storyboards, mais quand il s'agit de faire du layout, de l'animation, etc., hop, on envoie tout ça en Asie, on n'a pas le personnel qualifié en France, on n'a pas les moyens non plus, parce que ça coûte très cher, et puis à l'époque c'est encore du dessin à la main, intervalle par intervalle, etc. Et donc tout le monde envoie ça en Asie. Et puis, souvent, en plus, à l'époque, c'est pas du numérique, on tourne en 35 mm. Voilà, donc vous en... Tu expliques la différence numérique 35 mm. Ils connaissent la différence. Voilà, le 35 mm, c'est de la photochimie, c'est de la pellicule, tout simplement. Alors que le numérique, évidemment, c'est des 1 et des 0, vous savez ça, c'est du digital. Et la photochimie, en fait, on travaille, on dessine sur celluloïdes, on va peindre sur des celluloïdes, on va mettre les celluloïdes, on va les mettre sur des planches décors qui sont peints à la main. Et puis, Jean connaît ça beaucoup mieux que moi, c'est sur l'époque. Je vais pas mettre ça sur un banc titre, c'est-à-dire une caméra, et on prend image par image, c'est des photos, on travaille en photo. Et ça donne de la pellicule. Et une fois qu'on fait ça, on va en salle de montage. À l'époque, la salle de montage, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment avec une colleuse, voilà, c'est extrêmement laborieux. Et donc nous, en France, quand on envoie ça en Asie, on récupère ça. En fait, tout est déjà fait pratiquement, donc on demande des petits trucs ici et là, mais notre capacité d'intervention sur le cœur de l'animation, en fait, est extrêmement faible. Donc moi, ça va être une de mes obsessions, parce que la toute première expérience d'animation que j'avais fait, comme moi je venais en fait du cinéma et du réel, j'avais notamment travaillé à la production de la série Highlander. Et quand je me suis lancé dans l'animation en 93, la facilité c'était d'aller faire les droits de la série Highlander, et j'ai fait la série Highlander. Et là j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire en animation. Et justement avec ce système, on n'avait aucun contrôle. Donc, mon obsession pour les zinzins de l'espace, ça a vraiment été comment on reprend le contrôle de la fabrication, comment on ramène le savoir-faire en France sur ces choses-là. Et en plus, on a ce modèle qui vient de sortir aux États-Unis en 1991 avec la chaîne Nickelodeon, qui lance notamment la série Ren and Stimpy. Je ne sais pas si vous la connaissez. Les Ren and Stimpy, c'était un modèle fondateur pour nous. Les zinzins de l'espace est vraiment né de ce modèle-là. On s'est dit, voilà, c'est une vraie révolution, parce que même aux États-Unis, on avait oublié dans les années 70-80 très grand savoir-faire des animateurs des années 50-60. C'est la télévision qui a pris le pouvoir aux États-Unis dans les années 70. Le cinéma est plutôt en train de s'affaiblir à ce moment-là, comme savoir-faire d'animateur. Et la télévision, elle impose des rythmes, de la productivité, et du coup, ces savoir-faire-là se partent. Et Nickelodeon, avec John Crifalucci en particulier, le réalisateur de Ren and Stimpy, tout d'un coup vont se reconnecter avec ce grand savoir-faire des années 50-60. Et la volonté Exila est née sur cette idée de on veut se reconnecter avec ce savoir-faire de vraiment de l'animation. On continue. Oggy et les cafards. Alors là, je vois un nombre d'épisodes pharaoniques. Pour une série comme ça, avec 579 épisodes, c'est une équipe de combien de personnes? Pour situer un petit peu.
Ouais, sur chaque série de Guy, on mobilise environ, sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, ça doit mobiliser entre 120 et 150 personnes. Donc c'est quand même des très grosses équipes. Et en même temps, le cœur du savoir-faire, le cœur de la série va reposer véritablement sur une 10-12 personnes qui sont vraiment aux commandes. Alors Oggy est né du succès des Zinzins de l'espace, puisque les Zinzins de l'espace ont été un succès mondial. C'était la première fois qu'une série non anglo-saxonne était diffusée sur un network américain. Ça a été un énorme événement et la Fox, à ce moment-là, nous a tout de suite demandé un autre projet pour suivre derrière. Et là, plutôt que de refaire la même chose ou autre chose que les Zinzins, là, j'étais voir Jean-Yves Rimbaud et je lui ai dit, écoute, sur ce côté-là, on va vraiment essayer de retrouver la grande tradition du slapstick américaine, les Tex Avery ou les Hanna-Barbera. Et mon brief, ça a été, invente-moi le Tom et Jerry dans 2000. Voilà, j'ai vraiment littéralement dit ça à Jean-Yves. Et Jean-Yves est revenu quelques semaines après avec ce concept de Oggy et les cafards. Les personnages secondaires sont venus un peu plus tard. Mais c'était vraiment cette idée avec l'inversion. C'est plus le chat qui poursuit la souris, mais c'est les cafards qui viennent emmerder le chat. Voilà. Les cafards étant une version plus moderne de la souris, avec une symbolique très très forte des tracasseries du quotidien. Et voilà, donc on a osé proposer ça, parce qu'en plus c'était du muet, plus personne n'avait fait depuis extraordinairement longtemps sur le marché mondial. Et ça a été un succès assez impressionnant qui a vraiment fait le tour du monde et qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas vintage qui continue à marcher. Hein. C'est une série qui n'a jamais autant marché aujourd'hui dans le monde. Avec des pays comme l'Inde, par exemple, c'est un peu improbable. Et tous les petits enfants indiens connaissent Oggy et les cafards. On continue. Alors justement, cette école, l'importance qu'elle a dans le milieu de l'animation. Philippe, je vais peut-être prendre la parole. Oui, ça a été en 75, donc antérieur à moi, mais un gros game changer de la section animation des Gobelins, qui a vraiment mis ce savoir-faire 2D, cette formation 2D dans cette école. Alors, je connais pas bien l'historique, mais je crois qu'il y a quand même des gens qui sont derrière. Il y a quand même une prise de conscience de se venir à France. C'était la photographie, c'était la première formation des Gobelins, et puis ça a été décliné dans l'animation 75 et puis du multimédia, du jeu vidéo qui sont et c'est la formation qui va former les Gucci, des gens qui vont aussi des réalisateurs de la 2D, du savoir-faire aussi d'image, de la conception, du chara design, tout ce que l'on est en train de parler là, et de la réal derrière, à plus grande échelle, parce qu'en fait ils sont aspirés par les États-Unis, quasiment à la sortie de l'école, à l'apogée, hein, c'est les Pixar, les Nanoir, les Disney qui viennent quasiment négocier le contrat durant la formation. J'exagère à peine, je pense, mais c'est un peu la légende qui court derrière les deux. Et puis après, deux écoles, alors peut-être plus axées sur l'image de synthèse. Tout à fait. Et le deuxième game changer, ça a été sur Infocom, avec la CCI de France, exactement, en tout cas CCI de Valenciennes, qui donc crée une école sur Infocom, qui est déclinée après un petit peu plus tard, en 99, je crois. Il y a sur Infocom Valenciennes, sur Infocom Arles, maintenant Rubica d'un côté et Bob de l'autre. Il y a eu une vraie rupture de former à l'image de synthèse. On commence à mettre les pieds là dans l'histoire sur l'image de synthèse, on peut plus à la donner, on a une synthèse, et prendre conscience avec aussi l'envie, on commence à former le traditionnel amène vers l'image de synthèse, mais il y a une vraie culture de la 3D en fait dès le démarrage. On vient vraiment chercher des profils qui sont des infographistes, et donc il y a une maîtrise de l'outil informatique dès le démarrage. On se dissocie tout doucement du côté très tradit
du modelage, de l'argile, du papier, du bon titre. Alors il y en a eu encore récemment, pour avoir enseigné dans quelques écoles, il y avait encore quelques bons titres qui traînaient encore. Je crois que ça commence à vraiment disparaître. Et ça a été une rupture en fait, Sup Infocom a été explosif à ce moment-là. Et puis l'ingéniosité aussi des jeunes réalisateurs, puisque ça formait un peu dans la même veine que Gobelin, des réalisateurs, créateurs, infographistes, et avec le génie d'aller détourner l'outil 3D pour vraiment porter l'aventure et l'histoire au premier plan. Marc, tu nous parlais d'équipes conséquentes. Tes premiers, à peu près en pourcentage, tes équipes étaient composées de combien de personnes qui venaient de chez Gobelin, combien de personnes qui venaient de Sup Infocom? On n'a jamais fait de statistiques là-dessus. Ce qui est certain, c'est que de toute ambition du studio Xylem et des parties d'industrie de récupérer ce savoir-faire, ce métier, de monter en gamme, parce que toute l'histoire du dessin animé français, depuis une fois jusqu'à Frankish Arcane aujourd'hui, c'est l'histoire, c'est une trajectoire de 30 ans de monter en gamme, et où, grosso modo, la France essaye de donner la possibilité à des talents de livrer des œuvres de très très haut niveau. On l'a oublié, mais le niveau de qualité des dessins animés aujourd'hui qu'on fait en France, même pas de cinéma, mais même pour la télévision par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ans, il est dingue. Et ça, on le doit aussi en grande partie à tout le système de formation français, qui est le système le plus performant au monde. Je rappelle que sur les 11 plus grandes écoles d'animation dans le monde, la France en place 5, c'est quand même assez colossal, avec, je crois qu'à peu près 5 à 600 étudiants, et je ne compte pas toutes les formations, je parle en tout cas les formations principales. Voilà, il y a 5 à 600 étudiants qui sortent chaque année, très bien formés, très qualifiés. En plus, ils braignent sur l'ensemble du territoire français. Ça aussi, c'est assez remarquable. C'est que c'est très bien réparti sur le territoire, ce qui permet d'identifier des talents partout. Et pour nous, producteurs, du coup, notre ambition, elle est rendue possible parce qu'on est capable de travailler avec ces gens qui sont super qualifiés, très jeunes. Honnêtement, c'est assez impressionnant de voir l'énergie des jeunes qui sortent de ces écoles-là, qui maîtrisent le logiciel, qui ont déjà une culture graphique, de mise en scène assez impressionnante. Ils poursuivent beaucoup leurs aînés, pas un métier où on vieillit très longtemps, l'animation. Il y a un profil à côté de toi qui a beaucoup bousculé ses aînés, j'ai l'impression. Et c'est ce qui est plus enthousiasmant, c'est renouveler ça, et grâce à ces écoles, et grâce à toute la dynamique de l'industrie, le soutien du pouvoir public, on a trouvé notre place, et les dessins animés français, à partir de la fin des années 90 et 2000, on a commencé vraiment à conquérir le monde. Et donc on continue un petit peu encore avec toi Marc. Donc si les charcots, on aura l'occasion de les revenir juste après, une conférence de Xylem. Donc à partir de 2010, c'est votre dernière grosse série. Non mais les plus connus, c'est Didier Charcot qui est créé effectivement en 2010. C'est une série qui a beaucoup évolué de saison en saison, on est à la 4e saison. Une projection surprise. Il fallait pas le dire. D'accord, tout à l'heure. Mais c'est une série qui a beaucoup fait, on a fait d'autres choses depuis. Ne serait-ce que on a sorti sur Netflix dans le monde entier là, une série il y a quelques semaines qui s'appelle Karaté Mouton, qui est vraiment dans cette veine slapstick qui à mon avis va avoir une carrière très très comparable à Audi et Didier Charcot. On a fait beaucoup de choses depuis 2010, c'est pas. Voilà. Il faut du temps pour construire la notoriété d'une série. C'est très long, c'est pas quelque chose d'instantané. Bon, je parle pas d'Arcane parce que Arcane c'est un peu particulier, ça part de League of Legends, c'est déjà assez établi. Mais c'est un métier où il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Non seulement pour fabriquer, il se passe en moyenne 5 ans, entre le moment où vous avez une idée ou le moment où elle vient à l'antenne. C'est quand même très très long. Il faut au moins 5 ans derrière pour construire la notoriété, etc. pour arriver à avoir un hit. Beaucoup de patience.
pas. Moi j'ai une anecdote un petit peu savoureuse autour de la table de Netflix de négociation où j'étais, il y avait Christian Minko, le créateur d'Arcane, il y avait un petit tour de table de combien de temps les gens étaient combien de temps ils étaient sur le projet. Donc moi je venais à peine d'arriver chez Fortiche, ça faisait quelques mois, donc quelques mois. Christian Minko qui était dans le groupe disait 10 ans. Proche de la livraison d'Arcane à l'idée qui a germé dans la tête de Christian, on a 10 ans. Genre, il n'y a pas de temps en fait de la marque. Et ben c'est parti Philippe, c'est maintenant ah bah le Fortiche Bar, voilà on y est. Tout à fait chez Fortiche. Oui, c'est ça, c'est des bâtons très très longs, hein. L'histoire d'Arcane elle est très longue. Hein. C'est l'histoire d'un petit studio qui démarre en 2009, qui est plutôt pour faire des clips de la pub, ça vient plutôt ça joue avec les outils du VFX, hein. On n'en a pas parlé, mais aussi on s'est rendu de l'animation sur la 3D, il y a aussi les VFX Plus. Il y a des studios, les MacGuff, qui dans les années 80 commencent à faire de la 3D qui fera le moche et méchant. Et Super Mario. Et Super Mario récemment, il y a en fait une rupture aussi peut-être à ce moment-là, j'ai peut-être un peu sur qui dépasse Fortiche en fait, sur le fait qu'il y a quand même Universal qui vient chercher le savoir-faire français d'un studio qui en fait s'est fabriqué pas cher des choses magnifiques en fait. Est-ce que tu parles de MacGuff MacGuff, tout à fait. À l'époque, MacGuff indépendant, ils font chez les champs et ils achètent des pâtés du rapport qualité-prix qu'ils ont, donc ils viennent acheter une chaîne, enfin MacGuff qui est un MacGuff Illumination, alors la partie VFX est restée de son côté. Il y a Buff aussi, qui dans les années 80 domine le marché des VFX, hein, qui font Club, et côté français, il y a aussi tous les films de Jean-Pierre Jeunet, avec la légendaire Coccinelle dont tout le monde pensait que c'était une photo et que personne ne croyait que c'était de la 3D à l'époque. Et donc il va faire la Arthur et les Boy. Il y a un peu la mise à l'échelle, c'était un peu ce que le fond qui est derrière ça, c'est le fait qu'on savait pas fabriquer à l'échelle en fait. On se retrouvait coincé et tout le tissu qui est là français des écoles, des fabricants de logiciels aussi. Il y a des boîtes comme TDI qui participent à un logiciel Explorer qui vient de Maya, qui est un des logiciels les plus utilisés à l'heure actuelle, qu'on utilise chez Fortiche. Il y a tout ce tissu-là en fait qui vient bouillonnant et Fortiche met un peu tout ça. Il y a les ennemis qui font de la 3D et puis il y a du Gorillaz, des choses qui marqueront un petit peu l'histoire. Et puis il y a un clip particulièrement qui s'appelle La Gavota, qui a été repéré en fait par Riot Games, ça fait arriver sur le showrunner de Riot, qui en fait voit dans La Gavota quelque chose de très frais, qui est vraiment la patte graphique de Fortiche et de John Moore en particulier, qui n'est pas sur la photo, en tout cas c'est pas sur la photo de l'Ouest. Et donc le triptyque, Pascal qui est avec sa casquette et Arnaud tout sourire derrière avec son pull rayé, un casque rayé. Et donc Jérôme en fait font émaner Fortiche, ils rencontrent Riot et puis c'est parti. Alors ça n'a pas été je pense facile au démarrage, pour un peu en parler avec eux, il a fallu marquer la blanche parce que c'est quand même l'industrie du jeu vidéo, donc il n'y a pas les codes de l'animation en fait. Et il y a presque, je vais caricaturer, mais si on n'a pas joué à League of Legends, en fait, on n'est pas si accepté que ça à ce moment-là un petit peu. Je caricature, c'est ça. Vous avez tous fait un stage de League of Legends, c'est ça? Alors, non, je crois qu'à un moment c'était super important pour Riot ça. Ils ont changé au fur et à mesure et je pense que la boîte a maturé. Fortiche n'a pas été le cas, je pense qu'il y a eu un côté aussi où il a fallu que Fortiche connaisse aussi l'IP, donc il a fallu passer par là. Moi j'ai un petit peu joué, pas à LoL, mais à Runeterra plutôt du côté carte magique. Mais tout ça a fait la béchamel. Dans le podcast pour 2015, il y a les premiers tests d'Arcane qui arrivent. Moi j'ai commencé à bosser sur des jeux concrets d'Arcane en 2016. En septembre 2016 en particulier, il y a eu les premiers prototypes du pipeline actuel qui est pour Arcane. Et puis l'histoire est que moi je suis parti dans une boîte qui a fait Minuscule 2, qui est aussi un petit projet de l'animation française qui s'est exporté avec le 1 et la série, qui a été aussi fait avec MacGuff à l'époque. Donc on commence à mettre à l'échelle la 3D avec MacGuff et Minuscule. Et
bureau à Montréal. Et puis tout ça a grandi, et puis on se retrouve donc avec Arkane qui met à l'échelle et qui passe au web de 2016 de 30 personnes à 320 personnes pour livrer la saison. Qui est vraiment le cœur de la fabrication, puisqu'il n'y a pas le marketing, il y a la réal, mais il n'y a pas la partie market son. Le son est fait chez Riot aussi. Donc la réal est chez nous, on lit les scripts et c'est parti. Alors, voilà le clip dont tu as parlé. Il y a 560 millions de vues. 560 millions de vues sur YouTube. Là. Je crois que chaque fois, j'ai pas le chiffrage. Nouvelle déclinaison de vie, c'est un peu ce qui se passe en ce moment au Texila. Je peux dire que c'est vrai que pendant 15 ans, de 95 jusqu'à 2010, voire même 2015, pendant 20 ans, on est très identifié autour du statut, très identifié autour de grandes marques, les Zinzin, Olize, des Charcot, etc. Et voilà, à partir de 2012-2013, on commence à avoir envie d'explorer de nouveaux terrains, continuer à explorer le slapstick, qui reste quand même le cœur du savoir-faire de l'entreprise. Et on n'a plus envie d'être catégorisé, on a envie d'offrir la possibilité à des jeunes talents qui bossent pour nous, qui n'ont pas forcément envie de faire du slapstick, de faire autre chose. Donc on va d'abord se diversifier dans ce qu'on appelle le préscolaire, le programme pour les petits. On a monté la série applicable au Disney. Plus récemment, on a fait ce qu'on appelle Audio-Geek, qui est un spin-off de Guy et les cafards, mais pour les petits de 3 à 6 ans qui viennent pour Netflix. Voilà, on commence à aller vers le préscolaire. Et puis, effectivement, encore plus récemment, pendant ce temps-là, il y a toute la stratégie adulte qui commence à se mettre en place. On commence par le long métrage de Perdu mon corps, qui a été une histoire à la fois extraordinaire mais très dure, très longue, parce que personne n'en voulait, parce que ça a mis 7 ans à se faire et que ça a été extrêmement compliqué. Et c'est vrai que le succès de J'ai perdu mon corps a ouvert des portes, notamment aux États-Unis, incroyables. Et que maintenant, c'est vraiment un des cœurs d'activité de l'entreprise aussi, c'est d'aller travailler sur des animations qui s'adressent à un public adulte. Voilà, donc des genres assez différents. On fait une comédie d'horreur pour Disney+ en ce moment, pour ados. On fait une grosse série d'action-aventure sur les histoires de Vikings avec un grand réalisateur hollywoodien pour Netflix. Voilà, là on adapte un jeu vidéo en ce moment. Enfin, voilà, c'est vraiment devenu un terrain de conquête assez passionnant. Effectivement, là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des productions françaises sont faites avec les nouveaux outils que tu évoquais, la 3D, Maya, Blender, ou enfin encore traditionnel? Alors c'est tout paradoxe. Moi quand j'ai attaqué le marché adulte, on s'est posé plein de questions sur J'ai perdu mon corps, on est parti sur une technologie hybride, parce que si on avait fait tout en 3D, ça nous aurait appris beaucoup trop loin financièrement. Et donc on a choisi de travailler en open source avec Blender, avec un outil logiciel à l'intérieur de Blender qui s'appelle Pencil, qui permet de retravailler par-dessus la 3D en dessin, et d'avoir un rendu très très pictural, de la 3D proprement dite, à moins d'avoir les moyens d'Arkane, c'est un peu compliqué à faire. Mais le paradoxe, c'est que quand on a été sur le marché américain pour parler justement d'animation adulte, les grandes plateformes ont tout dit non, nous, en fait, Arkane c'est un peu une exception. Ils ont tout dit, nous, la 3D ça ne nous intéresse pas. Pour l'animation adulte, nous on veut de la 2D. Des outils de mise en scène, très spectaculaires que la 3D nous offre. Pourquoi est-ce qu'on va se priver de ça? Et là c'est dingue. C'est vraiment la sociologie américaine qui se met en branle. En fait, la 2D c'est un métier qui a été assez abandonné, en tout cas qui n'était pas au cœur de l'industrie américaine depuis que Pixar a tout foutu en l'air, entre guillemets, à cette époque-là, en créant génialement des outils 3D. Donc la 2D est devenue un truc à part entière, en quelque sorte, et donc tout ce qui était en forme, notamment au cinéma, était systématiquement en 3D. Alors que la seule animation adulte, il n'y avait pas beaucoup qui se faisait à l'époque, c'est les Simpsons, c'est South Park, tout ça était fait en 2D. Donc en fait, les Américains, ils ont grandi avec cette idée que la 2D c'est pour les adultes et la 3D c'est pour les enfants. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui,
massivement, vous regardez sur Netflix, sur les plateformes, il y a aussi l'influence de l'animé japonais, évidemment, massivement, tout ce qui est fait pour adultes est quand même massivement fait en 2D. Il y a une petite anecdote, c'est South Park en fait est de la fausse 2D parce que c'est de la 3D, c'est fait sur Maya en fait, avec tout un look de 3D. Alors je me rappelle plus, mais il y a une question en fait peut-être qu'en fait ça n'arrive pas à faire ce qu'il veut en 2D. Et quand on m'a dit ça, la première fois j'ai dit ah oui, c'est de la fausse 3D en fait, c'est la techno 3D en 2D. Même les toutes premières saisons, c'est Ah tout à fait, oh là là, avec Maya. Alors, on voit un peu plus de détails, voilà. Voilà, donc effectivement, alors, comme le dit Marc, en fait, la patte de Fortiche, c'est ce mélange 2D 3D, c'est de la 3D, mais vraiment qui reste peint, qui vraiment va apporter une nuance et le côté plus arty. Je crois qu'il y a le côté aussi de l'animation adulte, elle n'était pas prise au sérieux. Il n'y avait que cette patte un peu complètement barrée. Je crois qu'il y a les gens de Motafocas qui sont au coin là. C'était ça aussi un peu l'anime 3D, de ce côté arty, un peu crado, un peu avec les japonais. Vous avez des choses telles qu'Akira, qui est sur des choses un peu avec lesquelles j'ai été élevé. Clairement, on était quand même au sérieux, bien sûr. Alors pour faire une petite aparté, demain il y a Tim Lasman qui viendra parler de l'animation adulte avec tout ce que tu as dit, ce côté un peu crado, aussi un peu sexy aussi, quand même, tout ça. Notamment parler de Lasman et de bien d'autres choses. Aujourd'hui partie du domaine de l'animation pour adultes. Hop là. Voilà. Un petit breakdown de ce que c'est Arcane, donc avec de la 3D, de la 2D, donc beaucoup de décors fins, on est dans la tradition un peu de ce que parlaient les gens les marques, les décors qui sont peints en 2D, on utilise Photoshop chez nous pour faire du matte painting, qui cette tradition des VFX aussi, de la peinture sur verre, sur le décor, et puis après tout ça c'est mis après en 3D, et on vient rajouter les personnages, et ça fait Arcane. Je me souviens d'un documentaire sur Riot avec cette question de mais comment vous arrivez à avoir ce rendu peint et d'avoir la réponse bah peint. Voilà. Oui, tout à fait. C'est Candice, notre superviseuse du texturing, qui est vraiment cette patte-là et qui vraiment, entre autres, il n'y a pas qu'elle, il y a toute la team de background, et bien d'autres, il y a aussi beaucoup de peinture à la main qui porte en 3D en fait. C'est une peinture. Donc du coup c'est un petit côté traditionnel qui revient doucement de refaire cette texture à la main, un peu comme si on faisait le meilleur du traditionnel et du moderne, je peux pas dire avec ça. Oui, mais t'as raison, moi c'est ce que j'aime. En fait, c'est parce qu'on a vécu longtemps en opposant la 2D et la 3D. Et moi je trouve ça génial aujourd'hui parce qu'on essaie d'hybrider le monde meilleur des deux mondes. Parce que c'est vrai que les rendus 3D, souvent ils nous échappent en quelque sorte. C'est très compliqué d'avoir une maîtrise picturale très forte en 3D et tous les nouveaux outils pour lesquels on travaille aujourd'hui, c'est justement à reprendre un peu la maîtrise de notre univers artistique, des univers colorés. J'ai pas vu mon corps a été vraiment bâti avec cette idée. Et moi ce que je voudrais dire sur Arcane, parce que au-delà de la technologie, des choses comme ça, et c'est rendu magnifique, Arcane c'est un vrai choc, c'est un choc de mise en scène. Quand même, c'est la première fois en France, dans une série d'animation, où la mise en scène est élevée à un niveau cinématographique. Il faut regarder, moi j'ai regardé 3 fois Arcane entièrement, pas simplement parce que ça me fait quelque chose, mais parce que le travail de la mise en scène, du découpage, du rythme, c'est un travail hyper cinématographique, il y a une sophistication, l'élaboration est dingue. Et moi, c'est une vraie révolution. On a fait ça à notre échelle un peu avec Jérémy Zapin sur J'ai perdu mon corps, mais c'est comment tout d'un coup au service de l'histoire adulte, on est capable de mettre à ce service-là un travail de mise en scène incroyable. C'est complètement la thème de Fortiche de cette envie de cette animation adulte filmique en fait. On cherche à se détacher de l'animation justement, parce que dès qu'il faut un peu enfantin, en fait on est vraiment en train de parler de mise en scène filmique. Et je pense surtout à Arnaud Delors, qui est le principal animal, qui est vraiment dans cette culture, vraiment c'est un fan de film. Et c'est vrai que c'est du Batman, c'est du cinéma actuel pour adultes.
ça transpire en fait de l'arcade. Je suis la tech marque qui porte ce message. Allez, un dernier mot pour conclure. On va recommencer par Jean, puis après on aura le temps pour 2-3 questions. Voilà. Ne demandez pas la saison 2 d'Arcane, on n'aura pas de questions là-dessus. Philippe nous a dit ça va tout déchirer, c'est ça? Ça va être bien. Voilà. Alors, Jean, un dernier mot pour conclure un peu là, ce panorama qu'on vient de parcourir ensemble. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé de vous écouter tous les deux discuter de toutes ces dernières années, comment tout ça évolue, les outils, parce que pour moi, c'est un monde que je connais assez peu. Et donc, même si j'apprécie le fait de voir ces productions sur quel que soit l'écran, c'est intéressant de passer un petit peu dans le coulisses. C'est une des grandes fiertés, je ne parle pas simplement de l'industrie, mais dans toute l'industrie française. C'est la trajectoire de l'industrie française d'animation depuis 30-40 ans, elle est dingue. On est quand même, parce qu'on part de presque rien dans les années 80. Franchement, c'était un artisanat très isolé, sans moyens, sans culture très forte. Moi je dis souvent, c'est assez étonnant, la force des Européens. En fait, les Américains, quand ils font de l'animation, ils sont très américains. Les Japonais, ils sont très japonais. La force des Européens et des Français, c'est qu'on a un syncrétisme dans notre culture et qu'on a grandi avec ces influences et qu'on a essayé de trouver quelque chose qui soit notre patte à nous. Et souvent, les Américains et les Japonais nous envient beaucoup aujourd'hui. Donc que ce soit à travers l'évolution des techniques, des sujets, de la mise en scène, je crois qu'on a gagné le respect du monde entier et ça c'est pareil. Philippe, tu parlais de quelque chose quand on a préparé cette conférence que j'ai beaucoup aimé, le savoir-faire et cette prestige, tu appelles ça comment? Oui, on est très fort en fait, je pense que pour le côté mystique, je crois même que ça dépasse en fait l'animation, la rusticité, c'est même quelque chose qui transpire dans notre ingénierie. Ça correspond à quoi pour toi, ce mot rustique? On arrive à faire beaucoup, on part vraiment avec pas grand chose, on fait beaucoup, et je crois en fait cette notion en fait, ça veut dire qu'on a réussi à se mettre à l'échelle, parce qu'on avait des idées, on avait un tas de petits projets qui démarraient, mais on n'était pas capable de les fabriquer, on avait cette rusticité, on arrivait à faire des petits trucs qui marchaient bizarrement pour les faits étaient là, mais les couleurs c'était dur. On a réussi à s'inspirer aussi des Américains qui avaient le savoir-faire de la mise à l'échelle. On avait aussi, pour moi en tout cas côté fabrication, il y a le retour de vague de ces anciens qui sont allés voir comment ça se passait côté Côte Ouest et de revenir apporter le savoir-faire. Et pour rejoindre ce que notre marque, en fait, je crois qu'on est les champions du monde. Alors en exportation, on est le 3e, donc on n'est pas les champions du monde de l'export. Et je pense qu'on est vraiment les champions du monde parce qu'on a l'outil de fabrication, on a les IP. On a la formation, on est les meilleurs en formation, on a aussi le savoir-faire en termes d'outillage. On a quelques champions en fait de l'outillage, côté 2D, de la Tipeee par exemple, un outil 2D qui est utilisé, je ne sais pas si c'est utilisé chez Tion ou sur Internet. On a des gens comme Goron qui sont les champions d'Afrique par exemple, qui fabriquent des outils de l'Afrique. On a aussi un savoir-faire d'ingénierie, on a des Français sur partout. Quand je suis allé bosser à Montréal, les encadrants étaient des Français. Donc on exporte nos idées, on exporte nos produits, on exporte nos outils, on exporte notre formation. Il y a même des formations, Medica s'est installé en Inde, donc il y a des envies d'aller installer des écoles françaises à l'extérieur. Et on exporte même notre savoir-faire, puisque c'est les Français qui tiennent la fab dans plein de pays, voire même des studios, puisque Micros qui sont sur les Tortues Ninja, là, qui va sortir dans pas très longtemps, c'est des Français qui sont à Montréal. Il y a une animation qui fabrique Miracle Studio, c'est des Français qui sont à Montréal. Il y a un tas de petites boîtes françaises, Mathématiques, qui fabriquent aussi un petit peu de projet 3D à Montréal aussi. L'atelier d'animation québécois ou japonais qui a été fait par Ballerina, des Français aussi, tout ça. On va même exporter notre infrastructure en France. Bravo. Merci, vous pouvez applaudir Jean, Marc et Philippe. Avec de bonnes nouvelles, Jean, il se bat toujours dans les années du festival, je crois. Marc vous propose une rencontre. Voilà, si vous voulez prolonger la discussion, faites 2-3 questions de fin.
vous inquiétez pas. Une rencontre de 15h30 à 16h30. Si vous avez envoyé le livre Destin animé, Marc du Pontavis, ou si vous ne l'avez pas, ce sera sur la librairie Comics Blog. On a l'occasion un peu de continuer la discussion. Et Philippe revient tout à l'heure dans une conférence qui s'appelle Révolution dans l'animation. On va reparler justement de tout ce qui est en train de se passer en termes de technicité dans l'animation. Encore un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Et on va prendre 2-3 questions pour terminer. Est-ce qu'on est... Ah, on a une question. Merci beaucoup, Jérémy. J'ai pas vu. Et après, on aura une dernière question. Oui, vous m'entendez. Ce serait pour savoir quel est le premier critère que vous demanderiez à quelqu'un si vous voudrez postuler dans vos entreprises. Un seul critère, parce que ça dépend de quel job vous allez postuler dans l'entreprise, mais si vous venez avec un job qui a à base de dessin, le plus important c'est votre portfolio, qu'il soit très présenté, très bien présenté, très complet. Et puis nous on est toujours un peu sensible quand on sent chez les dessinateurs de la culture cinématographique. Moi je le dis, je le répète à tous les talents, d'avoir une vraie culture cinématographique, c'est super et ça aide beaucoup, ça élargit tellement les univers. Nous on aime beaucoup ça chez Xylar. C'est pas une condition évidemment, mais c'est un plus. Comme le dit Marc, ça dépend énormément de la discipline. En tout cas, chez Fortiche précisément, on cherche à cultiver la créativité à tous les niveaux, que ce soit aussi bien dans les images, que ce soit même dans toutes les fonctions suivantes dont je fais partie maintenant, d'être force de proposition et d'idées, des nouvelles, pour se bousculer, justement se bousculer les idées pour proposer des choses nouvelles. Allez, toute dernière question, et qu'après on passera en remerciement. Oui, là. Ce sera la dernière question. Alors bien sûr, comme je disais avant, voilà, pendant que le micro arrive, tel Solid Snake dans Metal Gear. Ah oui. Bonjour. Ma question c'était, en fait j'ai discuté avec Patrick Préjean il y a quelques temps qui a fait une voix sur Il était une fois et sur notamment les agents de l'espace. Et du coup je me posais la question, est-ce que quand vous avez, une fois que le projet existe, est-ce que vous avez la main aussi sur tout ce qui va être, tout ce qui va suivre et notamment sur qui va doubler quoi? Est-ce que vous avez la main là-dessus ou pas du tout? Heureusement, c'est une composante tellement majeure de notre métier. C'est vrai que les comédiens, visuellement, n'ont pas l'air de jouer un rôle important sur le dessin animé parce que visuellement, ils ne sont pas là. Mais je peux vous dire que... alors, c'est vrai, par exemple, c'est typique dans les années 90, dans les méthodologies, très souvent, on animait avec des voix témoins et puis on doublait avec des acteurs. Chez Xylar, on prend la décision, quand on fait les zinzins de l'espace, de travailler complètement à l'envers de ça. C'est-à-dire qu'on veut remettre l'acteur et la performance de l'acteur au cœur de notre métier. Et donc, sur la base du scénario, on va d'ailleurs, on a même été à Los Angeles, travailler avec les plus grands comédiens de l'animation américaine. Et on va en fait enregistrer les voix sur la base du scénario. Et en fait, c'est la performance du comédien qui va nous inspirer, même la mise en scène. On a déjà un peu storyboardé, on a une idée de ce qu'on veut qu'il fasse, etc. Mais dans sa performance, on va tenir compte de la performance pour la mise en scène. Et plus encore, surtout, l'animateur lui-même, il a au casque, il a la voix du comédien. Donc il sait la caractérisation et du coup ça donne une animation qui est beaucoup plus inspirée et beaucoup plus complète. Pour nous, c'est un enjeu énorme, évidemment, de maîtriser, de choisir notre casting. Très bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, à titre personnel, encore oui, c'est très bien. Et au nom du Spartan Festival, je voulais en profiter pour remercier Aksara d'Anime France qui est là, parce que si on a pu avoir ces contacts, c'est grâce à elle, on pouvait applaudir Aksara d'Anime France, voilà, qui nous a accompagnés tout le long de la préparation de ces conférences. Et puis bien sûr, tous les intervenants qu'on a eus, Cathy de chez Xylar, Christelle de chez Fortiche et Jérémy qui est rentré en lien direct avec Gilles Barbeau. Merci beaucoup, merci à vous. Et face à la conférence, on va parler de Xylar.
Juste après, on se fait une petite pause. Et en tout cas, merci beaucoup. Bravo.